Donc, sexuellement vivant. on peut commencer. Vous avez la parole et on est en train d'enregistrer la formation. Donc, ceux qui ne sont pas avec nous auront la version après l'enregistrement. Donc, professeur Paul, je vous laisse la parole. Ben, on va prier. Mhm. On va prier avant de commencer. Et Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette rencontre d'orientation. Nous avions préparé depuis quelques années ce master et nous voulons le lancer cette année et nous entendre avec chaque intervenant dans ce nouveau cours, dans ce nouveau système qui va être lancé. Nous te prions de nous conduire pendant cette période d'orientation, d'échange autour du programme, autour des activités que nous aurons à faire avec ces enseignants qui sont là, Seigneur. Nous te prions de permettre que ce temps soit un temps enrichi, un temps béni, un temps qui est bon pour la suite de ce programme important pour nos pays, pour nos continents et même au-delà de nos continents. Sois béni et sois loué. Nous prions pour nos frères qui ne sont pas encore là, que tu leur donnes, Seigneur, cette possibilité de se joindre à nous et pour qu'on travaille ensemble. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Alors, il m'a été demandé de donner une introduction. Je ne sais pas si c'est vraiment une introduction, mais euh, de permettre à ce que nous démarrions nos activités. Je voudrais d'abord commencer par remercier chacun d'entre vous parce que lorsque nous avions posé les premières bases de réflexion sur ce travail de mettre en place un master en transformation des conflits, chacun d'entre vous a été impliqué à apporter ses observations, ce qui est possible pour que ce master démarre cette année. En plus, vous avez été sollicité pour animer les cours, pour enseigner les cours. Et sans hésiter, vous aviez donné votre accord et la plupart d'entre vous ont déjà élaboré les syllabus pour commencer l'enseignement. Donc, nous tenons à vous remercier. Remercier aussi l'équipe qui est au four et au moulin, Mathieu Krabil, André Roger et Martine Odeoud, enfin, toutes les personnes impliquées dans la préparation, vous savez, pour lancer un programme de ce type, il y a une préparation qui commence, qui se fait avant, l'élaboration des calendriers, l'élaboration des maquettes, l'élaboration des prospectus, et toute l'organisation autour de ce programme. Il y a une équipe qui a animé. Donc, je tiens aussi à leur dire merci. Une équipe conduite par Mathieu et associée à toutes ces personnes que je viens d'énumérer tout à l'heure. Nous avons choisi un titre pour ce master. Vous savez, dans le monde francophone, on a toujours parlé de gestion des conflits, de résolution des conflits, mais la question de transformation des conflits est un phénomène nouveau. Dans le monde anglophone, ça existait déjà. Et quand on fait les recherches, on sait que c'est depuis les années 90 que les anglophones en parlent. Mais dans le monde francophone, ça sera quelque chose d'innovant pour nous en parlant de transformation des conflits. Et lorsqu'on parle dans cette perspective,
euh, c'est pour nous positionner dans la compréhension que les conflits sont une normalité. Et ça fait partie d'un fait social. Une approche sociologique des conflits dans cette perspective-là, qu'il y a toujours un besoin de changement culturel, structurel et même aussi relationnel. Donc, c'est une nouvelle approche qui va être introduite dans un monde qui a sa façon de voir les choses, dans une vision du monde qui a sa façon de percevoir ou de se représenter les conflits. Et je crois que nos enseignants qui sont à cheval sur ces différents mondes, que ce soit le monde anglophone, que ce soit le monde francophone, on voulait vraiment vous vous voulez compter sur vous pour que nos étudiants qui viendront pour la plupart du monde francophone et qui ne sont pas encore très outillés dans cette façon de réfléchir euh, sur les conflits qui sont on vit avec ça tous les jours et de pouvoir conduire au changement de mentalité sur ces réflexions critiques sur l'approche de ce thème conflit. Donc, les, la, c'est pourquoi d'ailleurs on parle de la fois théologie, sociologie, et même psychologie. Il y a plusieurs disciplines qui vont se croiser dans notre approche, dans l'approche de ce master et de façon interdisciplinaire. Et tout le monde interviendra, apportera sa contribution pour que les étudiants qui sortiront avec ce master soient opérationnels et soient des étudiants qui répondent au contexte dans lequel Dieu les placera et le contexte des conflits dans lesquels ils se situeront. Donc, voilà brièvement ce que je voulais dire. Euh, je voulais nous encourager. Tout à l'heure, on aura l'occasion de voir les différents aspects, les différentes structurations, les différents documents qui sont liés à l'enseignement. Et puis aussi, il s'agit d'en discuter, d'apporter des remarques sur ces documents pour nous permettre de mieux les préparer et que ce master démarre effectivement comme nous l'avons voulu au mois d'octobre prochain, au mois de septembre-octobre prochain. Donc voilà brièvement, Mathieu, ce que je voulais dire avant de passer aux échanges sur les différentes structures de ce programme de ce matin. En tout cas, merci infiniment à chacun. D'accord, merci, merci, merci. Merci pour cette introduction. Docteur Fatouma est avec nous, mais elle nous dit qu'elle a des coupures, donc peut-être elle ne vous entend pas très bien. Et puis, il y a le docteur Var qui va nous rejoindre. Entre-temps, on va passer au prochain point, c'est-à-dire le syllabus, euh, le cadre du syllabus, son rôle, les composantes. Et nous aurons Martine et Roger qui vont nous parler du syllabus. Donc, je vous laisse la parole. Roger, je te laisse la parole. Oui, le temps de retrouver mon syllabus. Tu as introduit le temps de retrouver mon syllabus. Ok, tu veux, ou bien tu veux que moi je partage le mien? Si c'est déjà ouvert, tu peux partager. C'est presque ouvert. Ah, Attends, je vais le faire rapidement. Voilà. Je prends le syllabus intégré avec les valeurs, Roger. pardon? Je prends le syllabus avec les valeurs intégrées que j'ai Oui, envoyé oui, ça. avec les valeurs intégrées, ça serait intéressant.
Ok, il commence à faire des histoires. Ah, Martine, vous ça voulez que prend, ça prend plus de temps parce qu'il y a une reconfiguration. Pardon. Voilà. Mathieu, tu l'as, toi? Oui, avec les valeurs, c'est ça? Voilà. Oui, oui, avec les valeurs. Et Non. voilà, la cité parisienne. Non, c'est pas ça, c'est sans les valeurs. Bon, c'est juste pour vous expliquer qu'on a essayé aussi d'intégrer les valeurs du programme que vous avez sûrement reçu dans un document le mois de septembre précédent, valeurs et objectifs du programme. Donc, parce qu'on doit démontrer qu'on a une congruence ou un alignement entre les objectifs des cours et puis les objectifs du programme. Donc, Mathieu va partager, vient de partager euh, ces objectifs du cours. On a essayé de voir comment les objectifs du cours peuvent être alignés aux objectifs du programme avec les 7 éléments qui sont là. Donc, quand on retravaille les syllabus, et Mathieu, tu pourras partager peut-être l'exemple après tout à l'heure de celui que j'ai fait, on devra essayer de démontrer en fait clairement que les objectifs du programme sont, sont congruents ou alignés avec les objectifs du cours. Donc là, vous avez un exemple ici et vous avez vu que j'ai mis un petit peu les valeurs, parfois deux ensemble pour un objectif du cours. Mais c'est un petit peu ce qu'on essaie de chercher qu'on essaie de chercher à faire, oui, qu'on essaie de faire, pardon. C'est de, c'est de démontrer que chaque cours fait partie de l'accomplissement des objectifs du programme. Euh, Roger, Mathieu, prof, est-ce que vous avez d'autres commentaires à faire en ce qui concerne les objectifs du cours? Bon, juste dire qu'au moins à, chaque cours devait répondre à au moins un des objectifs, comment dirais-je, cités. Ouais. Donc, on doit organiser les cours de sorte que ça vise au moins un des objectifs, un de ces 7 objectifs que nous avons cités, pour ne pas que nous puissions être dispersés, parce que la question de gestion des conflits, de questions de paix, on peut les tirer dans tous les sens. Dans tous les sens. Donc, si on ne vise pas les mêmes objectifs, on risque d'être vraiment dispersé dans notre manière de faire. Donc, tout à fait, oui. C'est pour essayer qu'on garde les points focaux du programme dans les cours. Et vous voyez, donc je vous ai laissé les anciens objectifs du cours. Ça vous montre en fait comment on a intégré les anciens, enfin les objectifs initiaux du cours avec les objectifs du programme. On va enlever cette partie objectif du cours et puis on va juste garder celle où il y a le tableau avec les éléments du programme. Euh, c'est toujours intéressant dans un syllabus de poser des questions auxquelles le cours va répondre. Et si tu peux descendre un tout petit peu plus, Mathieu, vous verrez qu'il y a ici des questions abordées, hein. Et ces questions-là, hein, c'est comme dans les thèses, ces questions doivent en fait amener à apporter des réponses qui sont congruentes avec les objectifs du cours. Et puis ensuite, les contenus, un résumé des éléments essentiels du cours. Et puis les éléments pratiques, quels sont les travaux à soumettre tout au long du cours. Roger, tu veux travailler là-dessus un peu? Oui, généralement, au niveau des objectifs, en fait, des questions abordées, les questions abordées, il serait plus intéressant de les faire coïncider avec les objectifs spécifiques du Oui. cours qu'on est en train de donner. C'est-à-dire les questions sont en rapport direct avec les objectifs spécifiques. Donc, c'est un peu ça. Et le contenu sont vraiment les déclarations, les titres, je peux dire, on peut mettre les objectifs spécifiques en forme non-question. Ça va donner un peu une ossature du, du cours.
Donc, c'est ce que nous pouvons trouver dans la partie contenu. C'est un peu à ce niveau-là que je vais ajouter. Merci. Hmm. Ensuite, est-ce qu'il y a des questions? Et est-ce qu'il y a des questions? Euh, Moi, j'ai une question. Enfin, je ne sais pas si, si c'est, elle est la bienvenue dans. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'objectifs. Mm. Alors, j'ai entendu ce qu'on le cours doit répondre à au moins un objectif. Est-ce que c'est ça ou c'est juste l'idée euh, de juste ces données et comme paramètres et où est-ce que par exemple dans ce cours sur la spiritualité de la paix, il y a 7 objectifs qui sont visés. Bon, je peux intervenir? Oui. Enfin, c'est pas moi qui donne la parole, mais pour. Oui, oui, non, OK. allez-y, oui, c'est bien. Allez. Dans le principe, ce qu'on appelait objectifs ici Oui. sont les valeurs, je Voilà. peux dire, fondamentales du programme. D'accord. Voilà. Donc, le programme est posé sur ces 7 valeurs. D'accord. OK. Donc, quand nous créons les cours, nous souhaiterions que ces valeurs-là, que nous érigeons en objectif, que chaque cours puisse adresser au moins euh, une de ces valeurs, D'accord. ou en d'autres termes, un de ces objectifs. D'accord. Le cours n'a pas besoin de parcourir tous les 7 objectifs, ce n'est pas nécessaire. OK. D'accord. Voilà. Donc ici, c'est un exemple. euh, Sinon, le cours n'a pas besoin de parcourir tous les objectifs. D'accord. Voilà. Un cours, ça peut avoir un objectif principal, mais avoir 2, 3, 4, 5 objectifs spécifiques, ça dépendra. OK. Mais l'idéal, c'est de ne pas s'écarter de ce qui est notre valeur, qui, à chaque instant, chaque élément devient un objectif à atteindre pour nous. D'accord. Est-ce que, Mathieu, vous voulez montrer un peu la section qui précède, qui précède? Oui, oui. Objectif du cours. Ici, il y en a 5 que je vois là. Oui, Et après, il y a encore objectif du cours, là où il y en a 7. c'est ça. What is the difference? Je crois, Martine, si je ne me trompe pas, ça, ce sont les anciens objectifs du cours C'est pour montrer juste la différence. En fait, j'ai restructuré les objectifs du cours qu'on avait initialement avec Dr. Pierrette et on les a mis par rapport aux valeurs du programme. Donc, en fait, on va effacer la partie objectif du cours, la première partie objectif du cours. Toute cette ligne va être effacée. OK. Et on va garder la deuxième partie et puis certains objectifs peuvent répondre à 2 valeurs du programme. D'accord. OK. Euh, bon, si ça serait effacé, c'est OK, mais si certains détails de ces objectifs sont repris quelque part et qu'il y a le numéro D, Missio Dei, à ce moment-là, il faut enlever N. Ce n'est pas mission, mais Missio. Oui. Oui. De toute façon, on va enlever toute cette partie-là. OK, Oui. merci beaucoup. Mhm. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'erreurs, en fait. Mhm. Merci. D'accord. J'ai une autre question Mhm. qui Allez. s'adresse directement à notre sœur Martine. Euh, mais c'est sur l'intitulé du cours et spiritualité de la paix. Quelle différence que tu ferais entre spiritualité de la paix et théologie de la paix? Bon, la spiritualité de la paix est ce qu'il y avait dans dans le programme du master, donc c'est ce que j'ai gardé. Ouais. Moi, je suis un D'accord. peu moins théologienne et c'est plutôt l'aspect pratique du vécu de la spiritualité, mais bon, je sais pas si on veut rediscuter le Non, 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 programme. non, c'était juste, non, non, on n'a pas besoin de.
Enfin, pour moi, on n'a pas besoin de discuter. Je voulais juste voir un peu. Non, c'est parce que c'était ça c'est ce qu'on nous a attribué. Je je pense que c'est l'aspect pragmatique. Avec la théologie, c'est le volet théorique entre griffes. Hmm. Donc, pour rebondir sur ce que Martine a dit, je m'excuse si je prends la parole maintenant. C'est Je bien. suis en train de babysitter un malade là. Merci beaucoup. Oui, oui, non, c'est bien. C'est le titre est venu du comité du curriculum. Donc, c'est. Ouais. Je vois la main levée du docteur Elomont. Allez-y, docteur Elomont. Oui, bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Je voulais juste poser une question. Le syllabus, le nombre de pages maximum, c'est combien? Et le nombre de pages minimum? Pour le syllabus, il n'y a pas de nombre de pages maximum minimum, mais c'est par rapport plutôt aux travaux qu'il y a des nombres de pages. Euh, il faut on puisse rendre compte que l'étudiant fait un travail de 25 heures par crédit. Donc, ça revient à 75 heures de travail étudiant, y compris les lectures, les interactions avec les profs, les cours, etc. Euh, donc, on a utilisé le décompte horaire du syllabus DLT, le doctorat qu'on utilise au sein de l'institution à l'UACA. Peut-être Mathieu, tu l'as ou bien tu veux que je le partage, là? Quel document? Le décompte horaire des syllabus. Oui, je peux le partager. J'allais te demander si tu Je pense veux. que c'est quand même bien un petit peu. Peut-être. Sinon, je l'ai, hein. D'accord, oui. Si. Ok, je vais le partager alors. Ok, alors, vous voyez, on a essayé de mesurer combien de temps les étudiants prennent pour les différents travaux, hein. Par exemple, en moyenne, dans une langue maternelle, on compte dans les institutions aux environs de 25 pages par heure. Et quand il s'agit d'une seconde langue, comme la plupart d'entre nous, nous travaillons dans des secondes langues, euh, on compte à peu près une quinzaine de pages par heure. Euh, pour écrire le journal de réflexion, une page écrite revient à 2 heures de réflexion et de travaux. Un énoncé d'intention, ça dépend des projets dont on a besoin. Une page, c'est pour 2 heures. Les interviews, quand on demande dans les travaux à soumettre, quand on demande des comptes rendus d'interview, il faut compter à peu près 15 heures par interview, y compris les deux, trois pages de résumé et d'analyse, parce que ça prend tout du temps de préparation aussi. Les dissertations, les projets, les écrits. Et généralement, une page, c'est 2 heures de travail en seconde langue, hein. Puis à ça, il faut rajouter les interactions. Donc, Mathieu, tu avais envoyé ça à toute l'équipe, je pense. Oui, tout le monde a ce document, oui. Ouais. Roger, tu as des commentaires à faire à ce niveau? Tu as aimé, voilà. J'ai essayé de faire un tableau qui nous Ouais. situe sur certaines choses. Tu veux le Pour un partager? cours de 4, pour un cours de 6 crédits, bon, je devais soumettre la validation d'abord, mais on peut, on peut déjà voir selon la répartition horaire. Pour un cours de 6 crédits, voici le genre de travaux qu'on peut faire pour les validations. En le faisant en ligne, généralement, on réduit ça à 20 heures en ligne. Et dans ça, l'étudiant, s'il doit écrire un journal, 5 pages qui doivent lui prendre 10 heures, donc en raison de une page par jour de classe, lundi jusqu'au vendredi. Donc, il écrira 5 pages. Et en termes de lecture, pour un cours de 6 crédits, on aura environ 90 heures de lecture, soit 1350 pages de lecture à faire. Et en termes de dissertation, 24 heures réservées à cela. Donc, ça nous fera 12 pages. Ça, c'est pour un cours de 6 crédits. Donc, ça, c'est le travail qu'on demande, comment dirais-je, aux étudiants.
Bon, je n'ai pas pris en compte tous les différents éléments tels que énoncé, interview. Bon, je n'ai pas pris en compte, mais on peut ne pas demander tout à la fois dans un cours donné. Donc, on peut trouver l'équivalent. Donc, on a ce tableau-là pour nous situer, pour voir un peu ce qu'on attend des étudiants. Donc, quand c'est un cours de 3 crédits, voici ce que j'ai fait. Bon, je n'ai pas eu le temps de calculer pour ceux de 5 crédits, 4 crédits et 1 crédit. Mais on peut, à partir de là, faire les régressions pour trouver le nombre de pages à lire pour chaque cours que nous proposons. Donc, dans le syllabus, on serait obligé de dire, bon, comme le cours prend tel nombre de crédits, voici telle lecture que nous devons demander, tel nombre de travaux pour le faire. Selon le, comment dirais-je, le principe, je suis parti avec le principe de 1 heure est égal à, pardon, un crédit est égal à 24 heures. Je ne suis pas arrivé à 25 heures, à 24 heures selon les, comment dirais-je, le principe, on dit quoi, ETCS. Oui, Voilà, ETCS. voilà. Donc, si un crédit est égal à 24 heures de cours, c'est ça, 24 heures de cours. Oui. Donc, les 6 crédits multipliés par 24 heures, ça nous donne un total théorique de 144 heures qu'on devrait avoir. Or, les 144 heures, on ne peut pas les faire pleinement en classe. On demande le tiers en classe. Si on doit faire le tiers en classe, normalement, ça fera 48 heures en classe pour 6 crédits. Or, en ligne, c'est compliqué de programmer 48 heures. OK? Donc, en ligne, généralement, ici, on programme autour de 20 heures pour les matières fondamentales. Donc, autour de 6 crédits, ça fait déjà une matière fondamentale. Donc, c'est sur cette base, je suis parti pour avoir ce tableau de répartition pour nous permettre de savoir quelles sont les activités que nous pouvons demander aux étudiants pour valider leurs travaux et de sorte que la validation des travaux soit aussi acceptée selon les normes en vigueur. C'est ce que je voulais ajouter. Je voulais faire une observation, si c'est possible. Oui, oui, allez-y. Oui. On est parti, je crois qu'on est parti sur la base de ce qui se fait au doctorat. Or, nous sommes oui. en train de planifier pour des étudiants de master, c'est-à-dire ceux qui viennent d'un cycle licence et qui sont moins performants que les étudiants qui ont un master et qui vont en doctorat. Donc, il faut en tenir compte euh, dans le niveau d'appropriation et la façon d'avancer rapidement ou comment on peut appeler ça? En tout cas, un étudiant qui vient de licence, qui s'inscrit en master, n'a pas la même capacité d'être plus rapide qu'un étudiant qui a le master et qui s'inscrit en doctorat. En plus de ça, le master dont il est question ici est professionnel. Professionnel, oui. Ça doit être beaucoup plus pratique qu'un master de recherche. C'est ça. Beaucoup d'activités de terrain Des lectures. Oui. Enfin, ça, ce sont des observations pour nous permettre de mieux réfléchir. J'avais la même préoccupation, professeur. OK. Donc, le principe est que ça, c'est le maxi qu'on pouvait leur demander. Ça, c'est le maxi. Maintenant, de là, on peut faire la régression pour voir ce qu'il faut adapter à leur niveau. Mais au moins, juste pour nous donner une idée de là où on ne peut pas aller plus loin. Qu'est-ce qu'on fait avec la remarque du professeur Power? J'avais discuté aussi avec Mathieu au début. Comment cela peut-elle s'intégrer dans ce qui est proposé ici? Je vais avancer avant, et puis chacun va ajouter, parce qu'il s'agit de construire ensemble. C'est-à-dire
les questions de transformation de conflits, dans ce cas, il y a l'aspect théorique et puis il y a l'aspect pratique. Et en tant que un master professionnel, le terrain doit être beaucoup plus, enfin, oui, valorisé que les aspects lecture, théorie, dissertation, etc. Par exemple, s'ils vont sur le terrain et le journal de terrain, par exemple, le journal ici, bon, il y a le journal pendant les heures de formation et puis il y a les travaux de terrain qui doivent être beaucoup plus valorisés ici que des travaux qu'on demande à dissertation, etc. Et il faut qu'on voit les données de terrain plutôt que sur les données qu'ils doivent faire en bibliothèque ou bon, ceci, etc. Hello, are you there? Allô? Oui, alors. Est-ce que Mathieu est encore là? Oui, il est au téléphone, on dirait. Ah, d'accord. Oui, moi, enfin, comme j'ai dit, je souscris à la remarque du professeur Ruben Power. Moi, j'aurais appelé ça un PDRC. C'est un plan de résolution de conflit, puisque bon, ça peut avoir un autre nom, mais et qui serait un travail de terrain. Oui, je pense que ce serait pas mal. Bon, sous dissertation, il y a beaucoup de choses. Euh, la dissertation, en fait, c'est le témoignage du travail de terrain qui a été fait. Ouais. Donc, Mhm. le projet euh, de terrain et la dissertation devront être évalués et cela dépendra des exigences du projet de terrain ou du plan d'action qui sera développé. Euh, donc, je pense que ce sera à chaque enseignant de déterminer à peu près combien d'heures le projet prendra. Et puis, bon, la mise en place du projet, y compris les préparatifs, bon, quand je parlais d'interview, par exemple, mais aussi la synthèse et l'écriture du projet, tout ça devra être évalué par l'enseignant, l'instructeur du cours. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on vous a donné juste un tout petit peu des éléments, des guidelines, comme on dit, des lignes directrices, mais c'est à chaque prof de se rendre compte du travail de terrain qui est demandé et euh, combien on va demander. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Par exemple, pour le master en traduction de la Bible, j'ai dû aller sur le terrain dans un projet à Bongwanou sur pratiquement un mois avec un courrier que la FATEAC m'a remis pour me recommander. Et c'est ce que j'ai vu sur le terrain que j'ai pu utiliser pour faire ma dissertation. Donc, je pense que c'est ce que le professeur Poor dit est une réalité. Comme nous sommes en période de conflit, je viens de Bouna, il y a de gros conflits là-bas. On peut envoyer nos étudiants sur le terrain avec les peuls qui détruisent les plantations des lobbies, etc., etc. Donc, il y a de la matière sur le terrain. Il y a vraiment de la matière sur le terrain. Merci beaucoup. Bon, moi, je m'excuse, je parlais avec le docteur Aouga, il envoie ses salutations.
il ne peut pas se rejoindre à nous aujourd'hui, mais il va écouter l'enregistrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce que Martine et Roger ont présenté? On est en train de... il y a eu une remarque, c'était sur la question du terrain, c'est-à-dire Oh, que OK. cela semblait, enfin, vu la présentation, Hmm, beaucoup plus de théorie que de pratique, quoi, que d'un engagement sur le terrain. d'accord. Le cours, enfin, c'est l'idée de pouvoir équiper pour la résolution des conflits à différents niveaux. Mhm. Donc, quand on regarde le nombre d'heures pour ceci, pour cela, quoi, est-ce qu'il n'y a pas moyen enfin, pas moyen, de donner plus de place au terrain, tout en sachant, comme disait notre sœur aussi, notre professeur Odéoud, c'est l'idée de permettre aux gens de donner aussi une marge de liberté aux professeurs, quoi. Mhm. Mais c'est peut-être quand même important de le préciser parce que c'est plus facile pour moi de tomber dans la théorie. Et d'ailleurs, une personne a fait la remarque, c'est l'idée que c'est quand même un master professionnel. Mhm. Ouais, ouais. Donc voilà ce qui a été dit. Je t'ai résumé après, peut-être les autres. Mhm. C'est peut-être Mhm. pas un résumé fidèle, hein, mais Mhm. Roger, est-ce que tu penses qu'on devrait lui, il parle. Est-ce que, Martine, on devrait le préciser un peu plus ou... Moi, je pense que chacun dans son syllabus doit préciser le nombre d'heures, devrait préciser le nombre d'heures d'équivalent pour chacun des travaux et puis ça devrait suffire. Qu'est-ce que tu penses, professeur? Je, je pense qu'il faut qu'on le précise. Sinon, si on laisse la latitude aux Au prof? profs, Ah oui. tu sais, beaucoup d'entre nous ont enseigné dans les universités publiques Mhm. et on se penche plutôt vers les masters de recherche que les masters professionnels. Ouais. C'est à nous de revenir pour dire que euh, pour un volume horaire de temps, on encourage le professeur à, à permettre aux gens d'être en situation de conflit Ouais. sur Très le important. terrain que de donner les travaux comme si on faisait un master de recherche en tant que tel. Si on le note quelque part en une ou deux phrases quelque part, le prof qui prépare son syllabus, il fera attention à ça et Ouais. enfin, ça ne doit pas être long, mais il faut le préciser juste quelque part. Oui. Bon, mais moi, j'ai une préoccupation qui n'est pas résolue, enfin, qui ressurgit à chaque instant. On t'entend plus. On J'ai t'entend dit, plus. j'ai une préoccupation qui ressurgit à chaque instant, Oui. puisque je pense que depuis qu'on a ça, on n'a pas vraiment tranché s'il s'agit d'un master de recherche ou d'un master professionnel. On n'a vraiment pas tranché. On est parti sur les deux pieds. Même récemment, quand je préparais les formulaires de, comment dirais-je, d'enrôlement là, le même problème s'est posé. On a dit qu'on partait avec les deux éléments. Bon, maintenant, si on doit trancher pour dire, bon, nous avons à faire un master de recherche pur et simple, ou bien, pardon, un master de professionnel pur et simple, et qu'on n'a rien à voir avec la recherche, ça va nous réorienter, nous donner toute la, toute la vision d'adapter le programme dans ce sens-là. Mais tant qu'on n'a pas tranché, bon, on est entre deux choses, hein. Je crois qu'on En tout avait cas, déjà tranché. à mon niveau, ce n'est pas encore clair, puisque récemment encore, le problème était soulevé. Je crois qu'on avait déjà tranché que c'est un master professionnel. Oui, il me semblait que c'est ce qu'on avait décidé. Oui, c'est ce qu'on a décidé. Oui, C'est ce que moi aussi j'ai compris. oui, c'est ce qu'on a tous compris, je pense.
Sauf Henry, Roger. Non, pas sauf moi, puisque si Mathieu se souvient, quand j'ai proposé les formulaires d'enrôlement, il y avait une partie en jaune qu'il fallait discuter. J'ai demandé si c'est un master de recherche, un master professionnel, on enlève. Oui, Si ce n'est pas un master professionnel, on garde. Mathieu, tu te souviens? oui, oui, non, Voilà, donc s'ils avaient compris comme ça, pourquoi vous me laissez dans la situation? mais moi, Mais, Voilà. mais Donc, il ne te soutient, précisez-moi et puis bon, on se met ensemble, d'accord, ça va. non, il te mais soutient pas, Mathieu. je, je, oui, mais pour la question des fiches d'inscription, moi, j'ai interprété ça comme au cas où, même si c'est un master pro, ça, c'est la base ça, c'est le point de départ. Mais au cas où la personne veut poursuivre des études éventuellement et qui suit, voilà, si l'étudiant veut poursuivre un doctorat, c'est, leurs diplômes doivent être validés par le ministère de l'Éducation. Donc, c'est-à-dire que si ça ne passe pas par là, ça veut dire que s'ils décident de continuer à un point donné dans 10 ans, ça leur rend la possibilité de poursuivre une autre étape. Donc, c'est ça que j'ai compris. Donc, j'ai Non, toujours... ça peut se résoudre dans l'institution. Par exemple, s'il a fait un master professionnel et qu'il veut se lancer dans une master de recherche quelques années plus tard, il aura besoin de faire encore d'autres cours pour pouvoir continuer en termes de recherche. D'accord. Donc là, il sera obligé de revenir sur le terrain, de revenir à l'école pour... D'accord. Bon, si ça c'est le cas, ça résout la question par rapport à l'inscription au On cours. reste avec le master professionnel pour l'instant, Oui, oui, c'est ça. à l'inscription. Euh, donc, si on peut revenir au syllabus là que j'avais revu, Mathieu, ou bien tu veux que je partage? Bon, j'ai une question sur le contexte du cours. Je veux juste partager les J'ai travaux. j'ai une question sur le contexte du cours. Est-ce qu'on peut remonter un peu? Je crois que c'est Oui, la deuxième rubrique. Ouais. Contexte du cours. Ouais. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que les différents cours auront les différents contextes? C'est pour expliquer la raison d'être du cours, en fait. Ah, donc rationnel. Voilà, Rationnel. rational. OK. En français. Euh, Oui, c'est plutôt mais peut-être, est-ce qu'on ne peut pas utiliser un autre terme? En français, qu'est-ce que vous Ouais, suggérez? ouais. Peut-être intérêt du cours. Intérêt du cours, peut-être. Oui, oui. D'accord, on peut ouais. changer. En anglais, on dit contexte du cours. Ouais. Intérêt du cours, voilà. Mhm. Et puis donc, par exemple, je vais vous montrer là les travaux à soumettre. Il y a 900 pages à lire et des rapports de lecture à faire. Ça correspond à 60 heures de travail de l'étudiant. Euh, Moi, j'aime bien en tant que, bon, ça c'est ma subjectivité en tant que formateur de leader, formatrice de leader. Euh, J'aime bien qu'on réfléchisse sur notre type de leadership et en particulier dans ce domaine-là. Donc là, j'ai proposé qu'on fasse un journal de lecture. Et puis dans le projet du cours, euh, présenter un projet où les enjeux de la spiritualité, etc. Ce projet sera axé. Donc, il y a 60 heures de projet, donc il y aura du travail à faire sur le terrain, dont la synthèse va apparaître dans à peu près 20 pages de réflexion. Mais il faut qu'on ait les preuves que la personne a été sur le terrain, etc. Donc,
Ça, c'est une proposition, hein, c'est pour vous montrer ce à quoi cela peut ressembler. Excusez. Hmm. Je pense que Mathieu, Roger, vous pouvez guider l'équipe et les formateurs comment est-ce qu'on dit, fine-tune, à relire et revoir les travaux, les syllabus, pardon. Bon, Ouais. Je pense que, je m'excuse, j'ai pensé que le docteur Roger avait parlé de 1200 et quelques pages. Donc, nous ça devons dépend des rectifier. crédits. Et ça Non, quand c'est dans le contexte de la recherche. Mais quand ouais. ce n'est Ah, pas dans le d'accord. contexte de la recherche, les intentions sont revues vraiment à la baisse. D'accord, Oui, merci. le projet du cours prend beaucoup plus d'ampleur aussi, hein, parce qu'il y a Voilà. du terrain à faire. Donc, de notre côté, on peut retravailler ces éléments, si Voilà. je comprends bien. Moi j'ai une autre question qui n'est peut-être pas euh, urgent, mais donc dans certains programmes dans lesquels j'ai enseigné, il y avait des guides concernant le nombre de pages ou de textes qui devaient provenir d'auteurs, par exemple, africains ou antillais. Ah oui. Surtout si le programme est axé sur une région particulière. Peut-être c'est une évidence dans ce groupe, dans ce contexte, mais peut-être pas. Donc, je lance ça juste comme une autre question. Bon, C'est ça exactement. Oui, enfin, Est-ce que je... ça se fait Mhm. euh, quand les ouvrages existent dans telle ou telle langue. Mais des fois, les ouvrages n'existent pas forcément. Mais le même sujet a été étudié dans une autre langue. Donc, à ce moment-là, on peut conseiller de voir, par exemple, moi, quand j'ai fait ma thèse, personne n'avait étudié ce sujet. Oui. Donc, ça veut dire au départ, je n'avais pas dans ma bibliographie, on ne pouvait pas trouver ce que je cherchais, enfin, ma recherche bibliographique. Oui. Donc, je suis parti à partir de ce que d'autres ont fait sur d'autres thèmes et petit à peu, et ramené finalement Oui, à un oui. travail. Et après, ma thèse est devenue une référence dans ce domaine. Mhm. Bon, là, on est à un niveau de master C'est et ça. les domaines de C'est la ça. Puis-je conservation, intervenir un peu? il y a, il y a quand même beaucoup de littérature maintenant en Afrique francophone, et en particulier chez les catholiques, dans les bibliothèques locales. Donc, je pense qu'il ne faut pas se décourager et penser qu'il n'y a rien chez nous. Il y a beaucoup de choses, mais il faut prendre le temps de les chercher, hein. Nos amis catholiques ont fait beaucoup de travaux là-dessus en Afrique francophone. Il faut ressortir cela. À l'UACA, dans le département de l'UFR, on a quand même pas mal d'étudiants qui ont travaillé sur des thématiques similaires. Donc, il ne faut pas qu'on se dise qu'on n'a rien. Mhm. On a beaucoup de choses, mais il faut les mettre en valeur. Mhm. Mais c'est pas ce que j'ai dit, hein. J'ai dit dans le cas contraire, Oui. faut Oui, que- oui. C'est Mais chez au niveau... moi ou bien c'est chez tout le monde? Quoi? Pardon, Ruben? Prof. C'est tellement Pour- qu'il a des problèmes de connexion. Mhm. ouais. Professeur Follet, allez-y. Et puis, Oui, oui. Bon, mon intervention voulait simplement abonder un peu dans... Ce n'est pas l'inquiétude, c'est plutôt tout juste voir le réalisme. Quand nous parlons de master professionnel et quand nous prenons le contexte qui est le nôtre en Afrique, pour un cours, et on doit lire par exemple 900 pages. Bon, je ne sais pas comment on va évaluer vraiment ces 900 pages. C'est-à-dire, bon, quand on sélectionne
hein, les livres, les articles et tout ça, ça fait un total de 900. Et puis, on demande à l'étudiant de lire ces 900 pages. Je crois que c'est ça l'idée, n'est-ce pas, professeur Martin? Pardon. Oui, c'est pas à 3 pages près, on n'est pas à ce niveau-là, hein. Mais je dis toujours à mes étudiants, plus ou moins 10%. L'étudiant doit quand même avoir des bases en littérature qui correspondent au sujet dans lequel on étudie. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on cherche de la littérature congruente. On n'est pas dans une thèse de recherche ni dans un master de recherche. Donc, on peut aussi dire il y a beaucoup d'études de cas, il y a beaucoup de documentation quand même qui existe à ce niveau-là. Au niveau de l'IFR, on avait demandé le projet, tu me confirmes, on a la moitié des lectures doivent être faites dans le contexte Oui, oui, dans africain. le contexte, au moins 50% des lectures doivent être dans le contexte africain et autres. OK. Je suis conscient du temps et on veut respecter le temps. Donc, je crois que ces questions qui ont été soulevées, Roger, moi et Martine, nous pouvons y travailler et puis on revient vers vous avec les éléments. Est-ce que ça peut aller comme ça? Très bien. Mais est-ce que la C'est bon. préoccupation du professeur Foley est résolue? C'est-à-dire la manière d'évaluer les lectures, c'est ça? Oui. Oui, non, c'est pas résolu. Quelle était la préoccupation exacte? Non, Quand les ma préoccupation exacte, c'était d'attirer notre attention sur le contexte de nos étudiants, leur demander de lire 900 pages. Et bon, j'ai cru comprendre que on peut indiquer ces 900 pages, hein, par rapport à tel livre, tel article, et tout ça, et puis leur donner. Et le professeur Martin m'a un peu apaisé en disant qu'ils doivent être conscients de l'existence de cette série de publications, mais qu'ils lisent l'essentiel des idées qui sont contenues dans cet ouvrage. Et puis, on a même parlé je crois, des pourcentages, ainsi de suite. C'est là où j'ai été apaisé un peu, parce que si on exige 900 pages de lecture de A à Z, dans le contexte de nos étudiants, par exemple, si vous avez quelques étudiants de Kinshasa, alors vous aurez pitié d'eux parce que au moment où ils veulent lire, le courant est parti, et ainsi de suite. Yanko, hein? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Très bien, très bien. Peut-être un des conseils aussi à apporter, c'est que le professeur lui-même, le prof titulaire du cours, dans sa bibliographie ou dans la bibliographie proposée dans le syllabus, cette bibliographie-là doit déjà comporter les 2 tiers des livres qu'il recommande aux étudiants. Parce que normalement, et surtout trouver souvent des livres qui sont téléchargés, des PDF existants, des articles, etc., pour permettre aux étudiants qui n'ont pas cette possibilité, comme le professeur Follet le disait tout à l'heure, d'avoir à leur disposition de la littérature qu'on conseille, hein, pour les lectures. Deuxièmement, il y a aussi au niveau de la gestion du master même, là, Martine et Roger, on a l'expérience de ça. On doit constituer des ressources. Commencer déjà à constituer une bibliothèque numérique qui va permettre à nos étudiants d'avoir accès à ces ouvrages
et de les télécharger au moment où ils ont l'électricité, où ils ont ceci. Donc, ils les ont et ils peuvent travailler avec ça. Et c'est ce que nous avions fait pour tout au début du développement de notre département de développement holistique, c'est de constituer une bibliothèque numérique, sachant que c'est difficile pour les étudiants d'avoir des ouvrages à temps. Donc, ça, c'est du travail que nous devions faire en interne. Mhm. Si je peux me Merci. permettre, euh, merci beaucoup, prof. Et je peux vous dire qu'on a pas mal de choses déjà à la bibliothèque de l'UFR, mais on en a beaucoup plus encore à disposition. Il y a aussi, à mon avis, le problème que nos étudiants n'aiment pas chercher les livres. Avec l'inscription à l'UACA, ils ont une carte d'étudiant qui leur donne accès à toutes les librairies universitaires de leur ville. Et je sais qu'à Abidjan, on a plusieurs librairies universitaires euh, qui ont beaucoup de ressources sur cette thématique-là. Mais les étudiants ne font souvent pas l'effort non plus de chercher ces livres-là. Donc, je pense que quand on fera une orientation pour les étudiants, il faudra qu'on leur parle de cela aussi pour qu'ils prennent en main aussi leur recherche, que tout ne leur soit pas apporté sur un plateau. Ce sont des étudiants de niveau master. Il faut qu'ils apprennent à faire des efforts de recherche académique aussi, à mon humble avis. Et je veux saluer par la même occasion notre frère Dr Patrice Var, qui vient d'arriver. On est très content de vous voir ensemble avec nous. Merci beaucoup. Donc, je je sais pas si on a résolu la question, mais je crois on doit avancer. Euh, et en tout cas, la question est bien, c'est bien noté et puis on va la travailler. Il y a aussi, le docteur Varard est avec nous et puis quelqu'un derrière le iPhone. Donc, je ne sais pas qui c'est, mais bienvenue. Nous allons passer, donc on vient de terminer le cadre du syllabus pour ceux qui viennent de se rejoindre à nous. On va passer à la formation et pédagogie en ligne avec Roger Henry et puis après l'interculturalité avec Dr Girondin. Donc, Roger, je vous laisse la parole pour le prochain point. Bon, je pense que la formation pédagogique en ligne, ce n'est pas nouveau. La COVID nous l'a imposé. Donc, ça rentre dans les habitudes des uns et des autres. Donc, c'est juste dire que pour ce programme, euh, plusieurs éléments, comment dirais-je, plusieurs cours seront faits via en online. Donc, ici, nous avons une plateforme sur laquelle nous allons réunir tous les enseignants et aussi tous les étudiants. À ce propos, je crois que Mathieu a dû créer, euh, comment dirais-je, a ouvert la seule plateforme là sur Néo. Je ne sais pas s'il y a déjà certains qui ont déjà utilisé cette plateforme pour pouvoir supporter les enseignements. Mais avec la plateforme, ce n'est pas, je peux dire, ce n'est pas la plateforme elle-même qui va faire l'enseignement, mais c'est nous, en tant qu'enseignants, qui sommes en interaction avec les étudiants. Nous faisons les cours soit Zoom, soit par autres moyens que nous allons trouver. Et ce qui va véritablement être différent des cours en présentiel. Le nombre d'heures sera certainement réduit. Les difficultés vont se poser. Et là, il faudrait que, en tant qu'enseignants, nous en soyons conscients, que les étudiants aussi en soient conscients. Donc, cela va exiger assez de patience, assez de calme. Et à cause du fait que nous travaillons avec un média qui n'est pas stable,
nous, les enseignants, nous avons beaucoup plus à faire pour la préparation des cours, à savoir le syllabus prêt, les supports de cours déjà prêts, peut-être même déjà déposer de l'avance sur la plateforme, de sorte que les étudiants puissent avoir accès. Donc, c'est un travail en amont qu'il faut faire assez. Il faut beaucoup travailler en amont avant que les cours ne se fassent. Et quand les éléments sont déposés sur la plateforme, ça peut être les syllabus, ça peut être le support de cours, les indications de lecture, la bibliographie qui accompagne, les ressources qui accompagnent, devraient être aussi déposées sur cette plateforme-là, de sorte que les étudiants, où qu'ils soient, puissent avoir accès. L'espace créé se présente un peu comme suit. Est-ce que je peux... Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mathieu, ça n'a pas changé, j'espère. Non, pas depuis, ouais. D'accord. Donc, c'est cet espace-là que nous allons utiliser comme nœud pour le cours. Chaque enseignant qui a un cours doit le programmer, enfin, le préparer. Soit on inscrira l'enseignant sur le cours et sur la plateforme, il pourra avoir accès à, à, à cette interface et avoir accès à un mot de passe et autres pour créer son interface propre. Et là, les cours que chacun a, on les crée. Et à l'intérieur de ces cours, on dépose les ressources nécessaires. Et c'est là que les étudiants inscrits au cours spécifiques donnés pourront avoir accès aux ressources liées à ce cours. Parce que s'ils ne sont pas inscrits à un cours, ils ne peuvent pas avoir accès à ces ressources-là. Donc, c'est cet élément d'échange-là que nous allons utiliser pour pouvoir faire le cours. Les cours sont disposés, les supports de cours sont déposés ici, mais aussi les travaux sont soumis à travers cette plateforme-là. L'étudiant, le professeur peut venir les récupérer, les corriger et encore soumettre les notes et les observations sur cette plateforme-là pour pouvoir permettre aux étudiants de les avoir. Donc, la manière dont ça se présente, il y a l'option des cours, là où nous pouvons créer les cours, l'option des utilisateurs qui généralement présente les étudiants, les formateurs et les autres personnes, et l'option des ressources qui va regrouper l'ensemble des ressources que nous allons déposer, que ce soit les supports de cours, les syllabus, les ressources en rapport aux thématiques que nous allons télécharger, que nous allons reverser. Donc, tout est possible, tout est disponible à travers cette plateforme-là que nous avons. Donc, si certains ont déjà utilisé cette plateforme, c'est intéressant. Ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, je pense que de manière progressive, on pourra orienter comment est-ce qu'il faut créer le cours, comment est-ce qu'il faut déposer les ressources, ainsi de suite. Je ne sais pas si Mathieu peut ajouter quelque chose ou Martine. Mais l'essentiel ici, c'est que la plateforme n'est que le moyen pour, enfin, n'est que le nœud pour déposer les travaux et permettre aussi aux étudiants de pouvoir les récupérer comme il se doit. Maintenant, pour les interactions, pour les cours, on aura, comment dirais-je, fera appel à Zoom ou bien à tout autre moyen pour pouvoir faire les cours, les partages. Oui, je crois, Roger, comme Roger l'a déjà dit, c'est ça vraiment l'essentiel de vous montrer la plateforme. Et moi et Roger et Martine, nous serons avec vous pour vous aider à naviguer à tout cela. Mais on voulait quand même vous montrer la plateforme et vous présenter brièvement le, voilà, les choses pour que vous puissiez le voir. Merci, Roger. Est-ce qu'il y a
des questions? Mathieu, Oui, est-ce que vous allez inscrire chaque enseignant et lui envoyer le mot d'accès ou bien le code d'accès? oui, oui, bien sûr, bien sûr. D'accord, merci Oui. beaucoup. Normalement, chaque enseignant doit être inscrit, Mhm. puisqu'on encouragerait chaque enseignant à créer lui-même son cours sur cet espace-là, à déposer librement ses ressources et de sorte à permettre aux étudiants de pouvoir les récupérer. Mais je sais que sur cette plateforme, il y a aussi un aspect forum. Je cherche, je ne vois pas ça ici actuellement. Peut-être que ce n'est pas activé encore. Donc, il y a un forum sur cette plateforme qui pourrait être aussi utilisé par les enseignants pour faire des échanges périodiques avec les étudiants. Donc, il faudrait que chaque enseignant ait accès à la plateforme. Chaque enseignant a son espace et les espaces sont, je peux dire, privés. Il y a, un enseignant ne peut pas avoir accès à l'espace de l'autre tant qu'il n'a pas les coordonnées. Donc là, n'ayez pas peur de vous faire pirater les données. C'est assez sécurisé. Donc, c'est comme une classe close, une classe close entre l'enseignant et les étudiants qui sont inscrits au cours de cet enseignant. Donc, c'est un peu là les avantages de cette plateforme. Mhm. Le docteur va à la main levée, docteur Elomon à la main levée. Oui, je voulais demander, docteur Ndri, Oui, s'il te plaît, est-ce que le nom de la plateforme, tu as dit c'est Neo, c'est ça? oui, oui, N-E-O? c'est Néo. Mais quand on va vous enregistrer, on vous enverra le lien pour vous permettre d'avoir D'accord. accès directement à la plateforme. Ok. Bon, moi, j'avais voulu poser une question sur la rubrique précédente, mais bon, on est passé, donc je ne sais pas si c'est possible. Mathieu, c'est possible? Oui, allez-y. Ok, je crois qu'on avait parlé d'un certain nombre de pages pour la lecture des étudiants. Et si un étudiant n'arrivait même pas à atteindre les 50%, comme ça arrive quelques rares fois, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, l'étudiant n'arrive pas à avoir on lui demande 900 pages, s'il n'arrive pas à avoir les 900 pages, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que même si, au moins, s'il n'arrivait même pas à atteindre la moitié des 900 pages de lecture, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on l'aide à avoir des ressources pour atteindre les pages. Ah, d'accord, ok. C'est ce que je voulais savoir. En fait, quand on enseigne en ligne, c'est beaucoup de coaching à faire avec nos étudiants. On ne les largue pas comme ça pour faire le travail tout seul. Moi, je vous encourage aussi à créer un groupe WhatsApp où où on peut faire du suivi un peu plus informel avec les étudiants. Les étudiants peuvent partager leurs ressources aussi et les profs avec les étudiants. Il faut créer une communauté d'apprentissage et c'est tellement important parce que le relationnel et l'émotionnel et le relationnel, c'est ça qui est en fait la clé du succès des étudiants en ligne. Donc, il faut qu'on puisse créer une communauté d'apprentissage en ligne en développant l'aspect relationnel avec des autres outils parfois. Moi, je propose WhatsApp ou Signal ou Telegram ou ce que vous utilisez, je ne sais pas, dans vos médias sociaux. Bon, je n'utilise pas Facebook, c'est pas mon truc, mais en tout cas, WhatsApp marche très, très bien et ça, c'est sympa. Mais c'est à vous de voir. Merci. Ok, merci beaucoup. Très bien. Donc, docteur Var, allez-y et puis on va passer à un autre sujet. En fait, moi, pour moi, d'abord, bonsoir et toutes mes excuses. Hein. J'ai pris le train en marche, le professeur Poir qui parlait au moment où je me connectais, parce qu'il y a eu un clash de programme, mais je voudrais vous suggérer, certainement c'est déjà pensé,
je crois que ce serait utile d'attacher un petit tutoriel, aussi bien pour les apprenants que pour les enseignants, sur l'utilisation et l'accès de la plateforme. C'est vrai que peut-être au début du cours, vous allez certainement faire une démo de tout ça. Mais puisque nous sommes entre deux siècles, le 20e et le 21e, il y en a qui aiment bien relire tranquillement ce qui leur a été présenté digitalement. Donc peut-être si vous avez ça, ce serait assez utile d'avoir des tutoriels. Comme ça, au moins, les gens peuvent lire et puis mettre le truc en pratique. En ce qui concerne l'accès à la plateforme que je vois, que je connais Néo, c'est assez convivial, mais on ne sait jamais. Merci. Voilà. Non, c'est une très bonne suggestion et je crois on va trouver un tutoriel pour vous envoyer, c'est sûr. Oui, oui. Est-ce que, je crois, vu le temps, on va clôturer ce sujet. On va passer à notre dernier point avec le docteur Girondin. Bienvenue, docteur Garsoulede. On va passer à l'interculturalité et je regarde le temps à 18 heures, donc dans une demi-heure, le lien en fait que j'ai créé va, va se couper. Donc, on a une demi-heure, ce que je veux dire. Mais je voulais vous avertir aux contraintes. Donc, docteur Girondin, je vous laisse la parole pour le sujet de l'interculturalité. Merci. Merci beaucoup. La discussion que nous avons eue au début, enfin l'échange informel, montre un peu ce qu'on peut appeler les enjeux de l'interculturalité. Un des frères parlait de... Moi, j'ai échangé sur des décès dans ma famille et cela a conduit à parler des ancêtres et on a évoqué un poème de Birago Diop. C'était l'idée, ceux qui sont morts ne sont pas vraiment morts. Et, euh, et, et ensuite, on a parlé de la naissance d'un enfant. Et la question, c'est sa mère qui, j'oublie l'expression, mais c'est la renaissance de sa mère, c'est quelque chose, ce chant. Et j'ai dit, mais là, je suis en train d'entendre quelque chose sur la réincarnation. Et je fais quelque chose en vrac sur l'interculturalité sur lequel je travaille. Un des penseurs que j'aime bien, c'est Édouard Glissant. Il dit, je te parle dans ta langue, mais c'est dans mon langage que je te comprends. Et donc, on peut dire que dans cette petite introduction, on parlait les uns et les autres en français, mais j'entendais dans un autre langage, c'est-à-dire un langage qui est en lien avec ma culture, avec mon imaginaire. Et donc, ce que j'aime avec Édouard Glissant, qui m'a rendu beaucoup très sensible à la notion d'interculturalité, c'est qu'il sans cesse il rappelle que nous sommes dans un monde qu'il appelle le tout-monde et qui nous met face à une pluralité culturelle. Et Glissant, qui est aussi c'est un penseur, c'est un écrivain, c'est un philosophe, il dit, nous écrivons en présence de toutes les langues du monde. Nous écrivons en présence de toutes les langues du monde. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Glissant parlait toutes les langues du monde? Je ne pense pas qu'il parlait toutes les langues du monde, et d'ailleurs, il répond à cela, à cette question, quand on lui pose la question. Mais il nous rend sensibles au fait que lorsque nous enseignons, dans ce monde aujourd'hui, nous sommes face à des sensibilités culturelles
nous sommes face à d'autres imaginaires. En fait, la culture, c'est avoir en mémoire, c'est notre mémoire, c'est avoir un autre imaginaire. Donc, il nous interpelle sur cette idée quand j'enseigne aujourd'hui comme pasteur, comme enseignant, comme théologien, je le fais en présence de toutes les langues du monde. Non pas parce que je parle toutes les langues du monde, mais les personnes qui sont en face de moi, eh bien, à travers ce qu'on appelle les réseaux sociaux, à travers les médias, captent aussi d'autres visions du monde. Donc, si on veut développer une formation qui soit interculturelle, cela veut dire que nous sommes sensibles à d'autres imaginaires, non pas parce que nous parlons toutes les langues, et dire qu'on est africain est très réducteur aussi, parce que l'Afrique, c'est quand même 54 pays. Et donc, il faut se le rappeler aussi, même si on vient de ce continent. Donc, notre rôle est de prendre en compte les cultures et les valoriser. C'est-à-dire, en fait, on a vécu souvent face à des cultures hégémoniques, c'est-à-dire des cultures dominantes et des cultures dominées. Et quand je suis sensible à d'autres imaginaires, quand j'enseigne en présence de toutes les langues du monde, eh bien, mon rôle aussi est de valoriser les autres cultures dans la formation que je donne. Il est difficile de penser de vivre sa foi en pays dominé. Par exemple, pour moi qui suis guadeloupéen, j'estime que je vis ma foi en pays dominé. Un pays, on dit que c'est un département français, mais elle est quand même dominée par la France, c'est-à-dire ma culture n'est pas valorisée et on peut dire que dans ce tout monde, de ce qu'on appelle aussi la mondialisation, eh bien, il y a des cultures qui ne sont pas valorisées. Et quand on fait la formation interculturelle, on a en tête aussi que il y a des cultures dominées, il y a des cultures dominantes, il y a des cultures qui sont étouffées, et nous faisons un effort pour respecter les cultures. Donc, voilà une des choses qu'on peut dire, c'est-à-dire, et euh, la culture que nous avions dans le passé était plus une culture monoculturelle, d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, c'est l'interculturalité qui est la réalité normale de nos sociétés. Alors, il faut trouver, dirait quelqu'un, une manière de vivre créativement, je dis bien créativement, et ça veut dire qu'on doit inventer et vivre créativement, positivement cette situation dans des milieux qui sont des milieux pluriels, interculturels où nous sommes. Moi, je vis en Europe et je suis dans une situation de multiculturalité, mais c'est aussi le cas pour vous aussi. Pour fonder une approche d'une formation interculturelle, il convient de s'interroger sur la fabrication de cette formation, comment on le fait, en présence de toutes les langues du monde. Comment l'enseignant, le théologien chrétien, on pourrait dire dans son atelier, c'est-à-dire dans sa tête quand il réfléchit, travaille finalement à la manière dont il va dispenser une formation interculturelle. Comment fait-il entrer les langues en résonance? Et là, bien sûr, quand on dit comment faire entrer les langues en résonance, eh bien, c'est comment faire entrer les imaginaires en résonance. Et au début, comme je l'ai rappelé, eh bien, peut-être en 5 minutes, nous avons fait entrer des cultures en résonance. Moi qui vis en Europe, mais en même temps, je viens d'un pays qui se trouve en Amérique centrale, en Guadeloupe.
on a discuté de la question des ancêtres qui est très fort en Afrique et en même temps, je suis ce qu'on appelle un créole, c'est-à-dire un mélange de culture européenne, de culture asiatique et de culture africaine. Et si je parle d'ancêtres, c'est parce que quelque part, cette part d'ancestralité qu'on trouve dans la culture africaine a été transmise aux Guadeloupéens. Alors, quelques pistes. D'abord, nous devons réfléchir à notre définition de la culture. Il y a un auteur africain qui a donné une définition de la culture que j'aime, mais il y en a des centaines et des centaines. Et en fait, pour lui, la culture est en effet ce que les hommes, les peuples et les nations possèdent de plus substantiel, de plus profond. Il s'agit donc de la mémoire, de l'imaginaire, de la langue, les manières d'être et de savoir. En somme, pour lui, c'est ça la culture. C'est l'ensemble, et j'aime bien ça, la culture, c'est l'ensemble des habitudes, des aptitudes, l'ensemble des habitudes, des aptitudes que nous avons et qui ont été, et ces habitudes ont été tissées dans la longue durée. Et cela donne au groupe humain son identité, sa spécificité et son être. Donc, je reprends, c'est l'ensemble des attitudes, des habitudes et des aptitudes tissées dans la longue durée et qui confère au groupe humain son identité, sa spécificité et son être. Donc, c'est la culture, ça revient à dire quelque part, il nous faut aussi réfléchir à notre conception de la culture. Généralement, quand nous pensons à la culture, on a une approche qu'on appelle essentialiste de la culture, c'est-à-dire c'est comme une forme de substance. Et on va dire les Africains sont, les Français sont. Ça, c'est une approche essentialiste de la culture, substantiviste de la culture. C'est comme lorsqu'on dit, il y a cette phrase qu'on a aujourd'hui que plus personne ne répète, mais c'est quand Senghor disait, la raison est hellène et l'émotion est nègre. Et donc, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup je ne sais pas dans quel contexte Senghor a dit cela, mais on voit que c'est réducteur. La raison est hellène, donc est grecque, on pourrait dire cela, et l'émotion est nègre. Ça veut dire que le nègre, le noir, ce qu'il fait, il danse, il fait du sport, des choses de ce genre. Et la réflexion, c'est pour les Européens, c'est pour les Occidentaux, etc. Donc, réfléchir à notre définition de la culture. Quelle est votre définition de la culture? Quelle est votre conception de la culture? Est-ce une essence ou est-ce ce qu'on appelle un construit social, c'est-à-dire chaque fois qu'on parle de culture, et puis derrière, il y a ce qu'on appelle l'histoire, il y a la mémoire, il y a le temps. Donc, on peut dire aussi que la culture n'est pas quelque chose de statique, mais c'est aussi quelque chose de dynamique. Par exemple, ce n'est pas parce que quelqu'un vit quelque part en Afrique que cette personne-là n'est pas influencée par la culture occidentale. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vit aux États-Unis ou ailleurs que cette personne-là n'est pas influencée aussi par quelque chose qui vient de la culture continentale africaine. Et je reviens aussi à quelque chose pour moi de très important lorsqu'on parle de la culture, c'est de comprendre que la culture, il y a un noyau dur et une périphérie. Généralement, dans ce noyau dur de la culture, il y a ce qu'on appelle la langue et les pratiques alimentaires. Ce sont ces deux choses qui ne bougent pas beaucoup dans une culture, qui ne bougent pas, et même la langue bouge un peu parce qu'il y a d'autres apports, des apports extérieurs, surtout avec les artistes, qui font les poètes, les chanteurs, qui font entrer des mots nouveaux dans une culture, qui inventent, etc. Donc, ça, c'est important. La culture n'est pas statique,
elle est dynamique. Il y a ce qu'on peut appeler un noyau dur et il y a ce qui est à la périphérie. Autre chose importante en ce qui concerne la culture, c'est l'idée, ce qu'on appelait c'est le concept d'universalité psychique et de codage culturel. Quand on parle d'universalité psychique, c'est-à-dire que notre unité anthropologique est le même. C'est-à-dire qu'on soit américain, qu'on soit français, qu'on soit guadeloupéen, qu'on soit ivoirien, camerounais, notre unité anthropologique est le même. Donc, c'est l'universalité psychique. Nous avons, d'un point de vue anthropologique, cette même unité. Non. Et l'autre chose, c'est la question de codage culturel, c'est-à-dire la diversité culturelle du monde. Je lis juste une des illustrations éloquentes et bien équilibrées quand on parle d'universalité psychique et codage culturel. C'est un sociologue, Gilles Verbe, il dit la chose suivante: pleurer, rire, s'aimer et haïr, naître, grandir et vieillir, communiquer et se protéger, produire et détruire, raisonner et croire sont des qualités humaines universelles. Donc, il y a des choses qui sont universelles. Il y a un noyau dur qui est universel. Et l'auteur ajoute, pour les vivre et les exprimer, les individus utilisent les formes du milieu où elles s'expriment. Par exemple, les psychopathologies sont universelles, mais elles s'expriment de façon autorisée par la culture du milieu où elles se produisent. Donc, chez nous, c'est important de retenir l'idée qu'il y a ce qu'on appelle l'universalité psychique sur le plan anthropologique et en même temps, il y a le codage culturel, c'est-à-dire je vois les choses toujours à travers un prisme culturel. Ça, c'est important. Et par exemple, l'Écossais Andrew Walls, il parle en missiologie le principe de pèlerinage. C'est le pouvoir qu'a l'Évangile d'exprimer des valeurs qui ont une portée universelle et qui défie toute société. Ça, c'est le principe de pèlerinage. L'Évangile exprime des valeurs qui ont une portée universelle. Et en même temps, il dit que l'Évangile doit s'exprimer dans une langue et des formes familières à la société à laquelle il vit. Et donc, on voit cette différence. Alors, pour terminer, et peut-être vous permettre de poser une question, je vais citer deux auteurs intéressants, peut-être même trois. Par exemple, Éric Orsena, qui est académicien, il dit la chose suivante: on me pose souvent deux questions. Pourquoi vous rendez-vous fréquemment en Afrique? Écoutez bien, pourquoi? C'est un académicien, ami de beaucoup d'Africains, surtout des Maliens, je crois. Il dit, on me pose souvent deux questions. Pourquoi vous rendez-vous fréquemment en Afrique? Qui trouvez-vous? Qu'est-ce que vous trouvez? À ces deux questions, ma réponse est la même. Affaire de solidarité. Quand l'indifférence des humains européens m'angoisse trop, je pars en Afrique. Ça, c'est intéressant. Il dit l'individualisme et l'indifférence des humains européens l'angoissent. Alors, à ce moment-là, il part en Afrique. Et il dit, mais quand là-bas, c'est-à-dire quand je suis en Afrique, l'excès de solidarité m'étouffe, je reviens chercher de l'intime et de la solitude en Europe. Et c'est cité dans Moussa Konaté, l'Afrique noire est-elle maudite? Et je trouve ça très intéressant. Desmond Tutu, je prends un autre. Je ne vous apprends rien concernant Desmond Tutu. Et il dit que pour ce dernier, ce qu'il y a d'intéressant dans la culture africaine,
un des grands apports de l'Afrique au monde, c'est la réciprocité humaine. Et voilà, j'aime bien cette phrase. Desmond Tutu dit, l'Afrique a une grâce à offrir au monde. Une grâce dont le monde a désespérément besoin. Le rappel que nous sommes plus que la somme de nos parties. Le rappel que l'individualisme rigide et débilitant, le rappel que l'individualisme rigide est débilitant. Le monde devra apprendre un jour une leçon fondamentale, à savoir que nous sommes faits pour l'harmonie, pour l'interdépendance. Si nous parvenons à nous développer véritablement, ce sera ensemble que nous y arriverons. Donc, Desmond Tutu dit une des grâces que l'Afrique peut offrir au monde, eh bien, c'est la réciprocité. Et, euh, et je termine juste avec ça. Il y a je crois que c'est un évêque, c'est un jésuite. Il a vécu, il raconte des choses qu'il a vécues au Japon. Et il dit, il y a plusieurs mots-clés enfin, c'est une conférence. Et il a cité plusieurs mots-clés pour comprendre le monde dans lequel on est. Et il dit, voici ce qu'il dit. Et pour moi, ça montre un peu la force de l'interculturalité. Nous avons besoin de sagesse. Une sagesse qui va au-delà du dogme, au-delà du langage traditionnel auquel nous sommes habitués. Une sagesse qui vient de l'Asie, qui vient de l'Afrique, une sagesse qui vient des pays ou de cultures où nous ne sommes pas. L'interculturalité, c'est ça. C'est la sagesse qui vient de l'Asie, qui vient de l'Afrique, qui vient de d'autres pays. Et il dit, un évêque japonais parlant de la difficulté de l'évangélisation dans son pays expliquait, Jésus a dit, je suis la voie, la vérité et la vie. Or, les spiritualités asiatiques sont plutôt du côté de la voie. Non pas que faire, mais comment. Comment se concentrer. Toutefois, les missionnaires plutôt européens ont avantage parlé de la vérité. Et ainsi, nous ne nous sommes pas rencontrés. C'est un problème que nous avons à résoudre. Et il dit, après mes nombreux voyages, je crois que l'Europe et l'Amérique du Nord sont davantage préoccupés par la vérité. Comment la définir? Comment l'exprimer? L'Asie est davantage préoccupée par le chemin, la voie. Quant à l'Afrique et à l'Amérique latine, elles sont davantage du côté de la vie. Ils ont des valeurs que nous avions en Europe, que nous sommes en train d'oublier, les valeurs de la famille, de l'amitié, de la fidélité aux autres. Et je termine juste avec cette phrase. Alors, nous avons besoin de tous. C'est pas que nous avons besoin de quelques-uns, nous avons besoin de tous. L'Europe a besoin de l'Afrique. L'Europe a besoin de l'Asie pour être humain. Cela nous ouvre à des questions nouvelles. C'est la sagesse de l'humanité dont nous avons besoin. Et je peux m'arrêter ici. J'espère que ça vous fait réfléchir un peu. Oui, merci. On a le temps pour quelques remarques et questions. Professeur Paul? Non. Ah, Je n'ai pas voulu poser une question. C'est d'accord. pour dire que ça nous sera très utile Oui. pour ce master. Mhm. Oui, très utile. D'autres remarques ou questions? Je ne vois pas de main levée. Ça veut dire que je les ai endormis, mes frères et sœurs. C'est une interprétation, je sais pas. Ça, c'est son herméneutique à lui-même. Oui. Allô? Oui. Oui. Je peux quand même
demander à Girondin, pour ne pas que quand même, il ne peut pas nous faire un si brillant exposé et puis on ne dit absolument rien. Merci Du beaucoup. point de vue, méthodologique, peut-être parce que le professeur Poor vient de dire que c'est très utile pour le master. Je voulais juste savoir, est-ce que tu, par ton discours, nous invites à intégrer la dimension interculturelle dans les modules que nous allons présenter, ou alors ce sera un add-on ou bien une présentation qui sera faite dans le cadre du master, mais séparément des différents cours que les gens vont donner. Parce que je crois que c'est important. Tu nous as suffisamment convaincus du transport culturel ou bien de l'identité culturelle du particulier au pluriel. C'est comme ça que je l'ai compris. Oui, Mais est-ce que oui. tu veux que cette méthode transparaisse dans tout ou bien il y aura un cours séparé? Je voulais juste comprendre cela. Alors, on peut l'aborder, enfin, pour moi, de deux façons. C'est comme tu viens de nous le dire, c'est peut-être trouver un moyen pour enseigner ce genre de choses. Je crois que c'est important. C'est l'avenir du monde aussi. Et quand on lit l'Évangile, hein, quand on lit la Bible nous place d'emblée dans une dimension interculturelle. C'est l'homme qui a voulu tout réduire à ce qui est monoculturel. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, oui, je crois qu'il est important donc que les professeurs fassent un effort pour intégrer dans leur démarche l'interculturalité. Et comme je l'ai dit, Édouard Glissant, je vous recommande cet auteur antillais. Peut-être un des livres que je peux vous recommander, c'est Philosophie de la relation chez Édouard Glissant, qui est un penseur, il est décédé, et c'est l'idée de dire quand je prêche, quand j'enseigne, eh bien, je suis en présence de toutes les langues du monde. Et ça veut dire que les gens qui sont en face de moi, ils sont sensibles à des choses dont je ne suis pas sensible. On m'a invité à l'Institut catholique de Paris pour parler le thème, c'était la mission de l'Église après la colonisation. Quel chemin de vie? Et je me rappelle, euh, tout d'un coup, c'était pas le meilleur exposé, mais ça a quand même réveillé pas mal de choses. Chez la plupart des gens, il y avait près de 300 personnes. Et à un moment, j'ai paniqué par rapport aux questions. Et j'ai cité Édouard Glissant et j'ai dit, vous m'excuserez, je n'ai pas été suffisamment sensible à d'autres cultures qui sont là, d'autres imaginaires. Et ça a amené une paisibilité, une certaine sérénité dans la salle parce que les gens prenaient conscience, enfin, moi-même je prenais conscience que la réception de ce passé n'était pas évident pour tous, quoi. Donc c'est l'idée d'être sensible, d'être sensible. Et d'amener les gens à dire les choses aussi dans leur propre langue, comment on dit ça, comment on pense ça, quel écho ça fait chez toi, si tu veux, à quel type de mémoire, quoi, c'est ça, quoi. Ouais. Mhm. Oui. Peut-être j'aurais dû dire ça avant la présentation, que l'idée, c'est que, oui, et puis il y a une question du iPhone. L'idée, c'est d'intégrer l'interculturalité comme Ouais. perspective, comme thème transversal dans vos cours. Euh, ouais. Le iPhone, qui est derrière le iPhone? C'est le professeur Fatou. Ah, allez-y. Oui, j'ai bien suivi une partie de l'intervention du professeur Giraudin. Il faut dire que j'ai vraiment apprécié cela à sa juste valeur, mais ça me donne une idée peut-être que je propose à ceux-là qui nous guident dans ces programmes, c'est celle de nous donner les profils
des différents étudiants pour que nous puissions, même si les enseignements seront donnés en ligne, que nous puissions quand même connaître un tout petit peu leur identité culturelle. Et je partage que la culture reste une très grande richesse au travers le dicton, le proverbe et tout ce que nous vivons en Afrique. Et c'est important que cela soit mis à profit dans notre manière d'enseigner et surtout notre manière d'éveiller les apprenants à cela. C'est seulement ça, la petite idée que je voulais partager avec vous par rapport à l'intervention du professeur Girardin. Merci encore une fois. Oui. Et c'est pas une petite idée, ma soeur. Je trouve ça très important que vous puissiez déjà anticiper, j'ai envie de dire. Et je crois que c'est notre sœur Martine Desroutes qui nous parlait de relations, et le Zoom est c'est très important. Ça nous permet de communiquer, mais ça nous prive aussi d'une partie de choses importantes dans la communication. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci. Je suis conscient que le lien va se couper en quelques minutes. Peut-être avec ce dernier réflexion du docteur Fatouma, ça évoque un peu la chose qui est très concrète. Je cherche un proverbe pour faire passer ça, qu'on a besoin En fait, on a besoin des étudiants. Il faut des étudiants et après, on peut vous faire passer les profils. Je ne sais pas si c'est... On ne peut pas préparer une soupe avec un seul haricot ou bien, c'est pas le proverbe qui est bon. Mais en fait, c'est vrai que on reçoit pas mal de personnes qui sont intéressées. 20-25 personnes déjà se sont manifestées avec un intérêt, mais après, comme vous le savez, il faut ces personnes qui vont vraiment aller au bout et s'inscrire. Donc, si vous connaissez des personnes dans vos contextes, dans vos milieux, n'hésitez pas de promouvoir le programme et de faire passer la brochure et puis les contacts. Sinon, ce que nous allons faire, c'est de faire un suivi avec vous de tout ce qui a été déjà discuté et aussi avec les questions qui ont été posées. Et Roger et moi et Martine reviendront vers vous. Et pour ceux qui n'ont pas pu suivre toute la séance aujourd'hui, il y aura le lien. Je crois que je peux la télécharger sur YouTube ou soit vous renvoyer un lien pour que vous puissiez le télécharger. En tout cas, merci pour votre participation aussi, mais aussi pour votre engagement dans le lancement de ce programme. Oui, donc merci beaucoup à tous aussi qui ont intervenu aujourd'hui. C'est vraiment une grande joie de participer avec vous et de créer quelque chose de nouvelle ensemble. Donc, merci. Bonne après-midi, bonne fin de matinée pour ceux qui sont aux États-Unis et bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir, Mathieu. Merci. Merci beaucoup. Au revoir à Bye tout le bye. monde. Au Au revoir. revoir. Allez, merci. Amen. Merci. Au revoir. Oui. Ouais, au revoir, merci. Oui.